Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de faire une balade culturelle, intellectuelle et surtout d'aborder un sujet dont on a l'habitude de parler mais sous un autre prisme à travers les neurosciences. En ce mois de mai 2026, eh bien on va beaucoup parler de l'abolition de l'esclavage, mais qu'en est-il de l'impact de nos jours de cette abolition et surtout du passé avant l'abolition? Eh bien j'ai l'honneur d'accueillir Roméo Cournal qui va pouvoir nous présenter sa méthode en neurosciences. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Léonore et bonsoir à tous les Itata. Alors avant d'aller dans la thématique de votre conférence, est-ce que vous pourriez vulgariser, expliquer aux Itata de quoi il s'agit lorsqu'on parle de neurosciences appliquées? Alors les neurosciences appliquées sont simplement l'ensemble des sciences qui étudient le fonctionnement du système nerveux et du cerveau. On étudie pourquoi et comment est-ce qu'un être humain met en place un comportement ou un autre, comment il perçoit son environnement, comment il interprète son environnement et comment il va produire des émotions qui vont l'amener à bouger. Alors quel est l'avantage pour l'être humain de pouvoir comprendre ces mécanismes? Qu'est-ce que ça nous apporte à titre personnel? Le gros avantage, c'est que 95% de nous-mêmes nous est inconscient. Et Carl Gustav Jung, qui est une référence en matière de neurosciences, en tout cas précurseur, disait que tant qu'on ne rend pas conscient l'inconscient, il dirige nos vies et on appelle ça le destin. Alors en Martinique, on va appeler ça le pichon, mais l'idée c'est que justement, c'est pas le pichon. Il y a des choses qu'on ne comprend pas sur nous et sur notre environnement. Lorsqu'on sait comment fonctionne notre corps, puisque nous habitons dedans, les choses deviennent beaucoup plus claires. Alors vous êtes actuellement sur notre territoire en Martinique et vous allez voyager en Guadeloupe. Vous pourrez nous présenter les dates afin de pouvoir faire des conférences, de pouvoir rencontrer les gens. Vous venez dans les médias et puis surtout vous invitez le public à venir au mois de mai à l'IMS pour pouvoir présenter cette conférence qui se nomme « L'abolition n'a pas suffi ». C'est un grand titre et ça montre à quel point les neurosciences, quelque chose de plus scientifique, psychiatrique, psychologique, peut être lié à l'histoire et à la sociologie. Complètement, parce que les neurosciences concernent bien évidemment chaque individu, mais les individus constituent des sociétés. J'ai parlé de Jung tout à l'heure, il parle d'inconscient collectif. Et il se trouve que lorsqu'on a vécu une histoire comme celle-là, il y a des impacts sur les individus qui composent les collectifs, il y a des impacts sur l'inconscient collectif, sur la façon que nous avons de fonctionner en société. Donc des traumas, on les a soit individuellement, à travers la famille, à travers les expériences, et puis on les hérite, c'est ça que ça veut dire. Complètement, on les hérite par atavisme, puisque nous avons des parents, nous avons des ancêtres, et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que les traumas, finalement, ne sont pas tellement psychologiques, ils sont surtout neurologiques, donc c'est biologique. Et du coup, ça se transmet. Comme on transmet nos caractéristiques physiques, eh bien, des traumas sont également des caractéristiques physiques qui se transmettent de génération en génération. Alors, vous avez élaboré une méthodologie qui part d'un diagnostic, forcément, pour pouvoir présenter des solutions. Vous avez repéré des points forts. Quels sont-ils? Alors, la méthodologie neuroémotionnelle que j'ai mise en place est venue d'énormément d'écoutes. J'ai arrêté de compter à 200 000 parce qu'au-delà, ça ne sert plus à grand-chose. J'ai écouté beaucoup de personnes et j'ai repéré dans différents pays, dans différentes cultures, des choses qui étaient peut-être un peu, j'aime pas trop le terme, mais universelles. L'universalité, c'est bien évidemment les émotions. Quel que soit notre pays, notre race, notre religion, notre âge, nous produisons des émotions. Et cette méthodologie émotionnelle va justement interroger notre façon d'interpréter notre personnalité finalement, et notre façon d'interpréter le monde autour de nous et d'agir. Si vous voulez, il y a 3 grands paradigmes. Le premier paradigme du neuroémotionnel, c'est que rien ne dysfonctionne. Alors, une façon très simple de dire ça, c'est que c'est pas parce que ça fait mal que c'est mal fait. Et à l'inverse, c'est pas parce que ça ne fait pas mal que c'est bien fait. Le deuxième paradigme qui est un peu la conséquence, c'est que c'est bel et bien notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. On n'est pas victime de notre environnement. On est, en tout cas, j'invite les personnes à reprendre le pouvoir et la responsabilité finalement de ce qui leur arrive et de ce qu'ils en font surtout. Et puis, le troisième paradigme, qui est un peu la conséquence des deux autres, c'est ce qu'on appelle l'antifragilité. L'antifragilité, c'est la capacité qu'on a de grandir grâce à l'épreuve. On ne grandit pas seulement malgré l'épreuve, on grandit grâce à l'épreuve. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, et l'idée, je trouve que c'est une bonne nouvelle,
de se dire qu'on a la main et on a seul la main sur ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que je cite très souvent Bob Marley, Emancipate yourself from mental slavery. Il disait bien, none but ourselves can free our mind. Il n'y a que nous qui puissions nous libérer l'esprit. Et ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Alors, appliqué à nos traumas collectifs, à notre histoire en Martinique, qu'est-ce que cela donne? Là, on parle d'abolition. Alors, l'abolition est un changement de régime, finalement, de modèle économique. Du point de vue où on va le regarder au niveau neuro-émotionnel, c'est juste un changement de modèle économique. C'est un changement de modèle économique, mais pas de modèle social. C'est-à-dire que l'esclavage, qui était donc le modèle économique de base, qui servait donc à produire, même si nos ancêtres étaient considérés comme de l'énergie, d'ailleurs c'était effectivement de l'énergie du moment, produisait des services et des biens pour la collectivité ou pour les personnes, en tout cas, qui possédaient le capital et les outils de production. D'accord ? Maintenant, le modèle économique n'étant plus pertinent, n'étant plus rentable, il a été modifié. Mais le souci, c'est que les outils de production dont on parle, c'est quand même des êtres humains. Et ça a donné des conséquences finalement au niveau des anciens esclaves, certes, mais finalement au niveau de toute la société. Puisque si nos ancêtres ont été d'abord des outils de production, les personnes qui s'en servaient, eux, ont été des propriétaires d'outils de production. Et donc finalement, ce bouleversement a entraîné des changements qui ont cours jusqu'à présent. Les séquelles et les conséquences de cette période coloniale et de l'abolition sont encore présentes aujourd'hui. Alors justement, cette conférence, ça va donner lieu d'une discussion. Là, vous commencez la présentation. On va pas tout révéler, évidemment, puisque c'est l'objet de cette présentation ensuite à l'IMS. Mais c'est aussi pour prendre conscience, car on a finalement entériné des choses qui ne sont pas normales. C'est ça que vous dites. Clairement. Et pouvoir en discuter, c'est se dire, mais attention, je prends du recul. Est-ce que c'est vraiment moi qui agis là? Ou alors, c'est quelque chose que j'ai intégré, mais sur lequel je peux revenir? Ce sont même en fait des stratégies de survie, puisque si la période coloniale a été un trauma collectif, on sort d'un trauma de deux façons, ou par le stress post-traumatique qu'on connaît bien, ou par la croissance post-traumatique. Pour l'instant, on est encore en stress post-traumatique, avec tout ce que ça veut dire. Et l'idée, c'est que 200 ou 400 ans après, il y a des comportements, des choses qui nous paraissent finalement évidentes, mais comme vous dites, peut-être qu'elles ne le sont pas tant que ça. Et il est important pour sortir un peu des ornières, des problématiques sociales à travers la violence, à travers le non-développement économique, les relations hommes-femmes, les traumas sexuels, etc. Il est important, indispensable d'ailleurs, de réinterroger finalement ces impacts-là, ces fameuses normes qui ne sont pas si normales que ça, pour pouvoir en tout cas trouver des solutions concrètes, pérennes et définitives à ces problématiques. Alors votre discours doit déranger certains parce que vous utilisez comme terme la victimisation, assez de se regarder le nombril. Il y a un moment, oui, on peut se regarder le nombril, mais c'est pour en sortir et c'est aussi pour se dire il y a cette alternative et c'est trop facile, c'est la voie de la facilité que de rester dans quelque chose de triste, d'abattu et c'est bien ça. C'est complètement ça. Je suis un pédagogue, donc je suis très attaché aux définitions. Et la victimisation, c'est cette faculté que l'on a finalement à calquer notre ressenti interne sur les comportements des personnes et des choses autour de nous. C'est ça, finalement, être victime. Je suis victime si vous agissez, vous parlez, et du coup, du fait que vous ayez parlé, moi, je me sens d'une certaine façon. Je suis victime, ça veut dire également que je suis complètement manipulable. Et l'idée, c'est que cette victimisation, autant elle nous paraît logique, rationnelle, évidente, autant elle ne l'est pas du tout, et il est possible d'en sortir. Après, on en sort par la responsabilisation. C'est vrai que c'est là que ça commence un petit peu à piquer, mais dans le même temps, la liberté qui est au bout, je la trouve particulièrement intéressante à vivre. Alors, pour un Zitata qui nous regarde, aujourd'hui, il vient à votre conférence, il va intellectuellement comprendre les choses, puis ensuite faire une démarche personnelle, mais de manière pragmatique. Comment ça va changer sa vie? C'est-à-dire, quelles vont être les répercussions dans le quotidien si finalement les gens écoutent votre méthodologie? Alors, s'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique, ils vont changer de personnalité.
Et, Oula. ah oui, clairement, mais carrément. Sauf que ce changement de personnalité sera volontaire. Ce ne sera pas une aliénation. L'aliénation est une conséquence, justement, d'un trauma. Une liberté. C'est une émancipation, en vrai. Et changer de personnalité, c'est la seule façon de changer de réalité personnelle. J'ai l'impression que mes compatriotes martiniquais, puisque je suis martiniquais avant tout, moi aussi, vivent des réalités personnelles qui sont un peu douloureuses. Et j'ai entendu dire que mes compatriotes avaient envie de changer de réalité personnelle. Et pour ça, mon discours, il est simple. Pour changer de réalité personnelle, il est indispensable avant tout de changer de personnalité. On va devoir s'y mettre l'un après l'autre, chacun de son côté, pour que la société entière connaisse des changements radicaux. Alors, changer de personnalité, c'est pas changer soi en globalité, c'est changer sa vision des choses. C'est ça que vous voulez dire? Absolument. Une personnalité, c'est un discours interne, une façon de penser. Donc, ça correspond à la structure du système nerveux, biologiquement. De se situer par rapport au monde, de réagir. Du coup. La façon dont j'interprète le monde, finalement, et ma façon de penser va créer mes émotions. Et ça, déjà, c'est un point fondamental. Nos émotions ne sont pas créées par les autres. Nos émotions sont créées par nous. Nous sommes seuls auteurs de nos émotions. Et ça, c'est déjà une grosse reprise de pouvoir. Si je sais les pensées que j'ai qui produisent mes émotions, aussi désagréables soient-elles, j'ai la possibilité, en modifiant ma façon de penser, donc l'interprétation que je fais de ce qui m'entoure, de modifier les émotions que je ressens et donc que je produis, passer d'une émotion désagréable à une émotion agréable, et en fait, je pourrais changer après mon comportement. Ou alors, en tout cas, observer l'émotion désagréable et prendre une distance suffisante pour que ça n'ait pas une répercussion négative sur le reste. Clairement. Il y a ça aussi, parce qu'il y a des choses qui sont graves et oui, bien sûr. dont on ne change pas, bien Alors, sûr, effectivement, ça ne remet en cause aucunement la gravité des faits. Mais les faits sont les faits. Les êtres humains ne vivent pas de faits. Les êtres humains vivent des expériences. Et autant un fait reste un fait, on n'a pas forcément la main dessus, surtout si le fait est passé. Par contre, on a la main sur l'expérience, c'est-à-dire sur l'émotion que l'on va poser dessus. Et sur l'avenir, du coup. Et donc, notre capacité à rebondir, à grandir, à devenir plus grand, à devenir plus fort, à devenir plus nous-mêmes, et donc à nous émanciper. Alors, pour continuer cette discussion, on va donner les dates et les lieux en ce mois de mai, et puis ensuite, un peu plus tard, en Guadeloupe. Oui. À quel moment les Itata peuvent venir à votre rencontre? Alors, les Itata peuvent venir à ma rencontre à la veille du 22 mai en Martinique, à l'amphithéâtre de l'Institut martiniquais du sport au Lamentin. Et là, on va parler, on va échanger. Ce n'est pas quelque chose de descendant, c'est quelque chose d'interactif. Ce sera aussi une expérience. Donc, on n'aura pas juste appris des choses, on sera devenu quelqu'un. Faites-moi confiance là-dessus, je sais faire. Et en Guadeloupe, je réitère la chose, ce sera le 3 juin. Alors, toujours au Lamentin, mais au Lamentin de Guadeloupe, ce sera à la médiathèque du Lamentin. Ne pas se tromper, ne pas aller chercher l'IMS quelque part et aller dans une autre médiathèque avant. Clairement. Donc, le rendez-vous est pris et ça, je pense que ça fera grandir forcément. Puis qu'on soit d'accord ou pas d'accord, les échanges font toujours explorer ce que l'on est au fond de soi. Et il faut mieux apporter une réponse qui ne soit pas d'accord avec la vôtre, mais en s'étant posé une question. Absolument. C'est déjà ça. Absolument. C'est en ayant le maximum de points de vue sur un sujet qu'on le maîtrise le mieux. Et puis, pour aller au-delà de ces rencontres-là, puisque vous vivez aussi une partie du temps ailleurs, de la Martinique, en dehors des territoires d'outre-mer, on peut vous joindre. On vous a présenté au début, en introduction, comme un formateur. Et puis, on peut aussi recevoir des éléments sur soi-même si on a envie de vous démarcher. Comment faites-vous? Clairement. Alors, on me trouve sur mes réseaux. J'ai la chance d'avoir un nom et un prénom qui ne sont pas courants. Donc, Roméo Cournal, il n'y en a qu'un. Donc, sur roméocournal.com, il y a, et sur tous mes réseaux, donc Roméo Cournal sur Internet. Et j'interviens, en fait, dans tous les pays, essentiellement les pays francophone, mais j'interviens également sur d'autres pays. Et l'essentiel de mon activité va consister à former des professionnels de l'accompagnement, des médecins, des coachs, des thérapeutes, des psychologues, des professionnels de l'accompagnement et du bien-être qui vont démultiplier, déployer cette méthodologie neuro-émotionnelle à travers le monde pour leurs patients et leurs clients. Donc, ne pas hésiter à vous écrire pour en savoir plus. Et puis, parce que tout le monde ne peut pas forcément assister à une conférence, donc aller vers des lectures. Est-ce que vous conseillez d'ailleurs des ouvrages pour ceux qui voudraient aller plus loin sur les neurosciences? Alors, je vais conseiller déjà les miens, déjà à la base. J'ai écrit un livre sur le burn-out qui s'appelle Time to Rise,
avec le docteur Andrea Pennington, l'heure de l'éveil. Et je vous donne un scoop. Dans quelques semaines sortira donc le dictionnaire du neuro-émotionnel, l'outil pour rendre conscient l'inconscient. Ah ben voilà. Là c'est vraiment transgénérationnel parce qu'on peut l'offrir en cadeau pour la fête des pères, la fête des mères. Ça tombe parfaitement. Et puis sachant qu'on sait que tout se transmet aussi au sein de la famille, les peurs qu'on ne comprend pas. Et puis surtout, ça permet d'être dans différentes disciplines, hein, on le dit bien. Complètement. La méthodologie neuro-émotionnelle, en fait, c'est une application. L'application dont je parle, c'est effectivement par rapport au collectif sur l'histoire des afrodescendants, mais ça fonctionne en vrai sur toutes les problématiques, puisque nous avons tous un cerveau, nous avons tous un système nerveux, et c'est ce système nerveux qui met en place tous nos comportements finalement. Merci beaucoup Roméo d'avoir été avec nous sur ce plateau, et avec plaisir, bien évidemment, vous revenez pour nous présenter votre ouvrage. Avec grand plaisir. Et bonne conférence à vous. Merci. Merci les Itatas de nous avoir suivis. Surtout, foncez, intéressez-vous, lisez, podcastez. Enfin bref, le principal, c'est de transmettre la culture. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.